Bonjour, ici Cassandra Fradette et bienvenue à Top Chrono. Cette semaine, un spécial 100% femmes. Au programme, les Canadiennes de Montréal, portrait de l'attaquante Anne-Sophie Bettheze. Bas de nylon, 4 jeunes femmes bousculent le monde du rap québécois. Québécoises, musulmanes et après, un photoreportage sillonne le Québec. Les femmes dans la télé-réalité, une image souvent difficile à porter. Tout cela et bien plus encore en 27 minutes, Top Chrono. On en entend peut-être moins parler, mais l'équipe de hockey féminine prend sa place dans la LNH. Anciennement les Stars de Montréal, elles deviennent officiellement les Canadiennes de Montréal. Elles ont même signé une entente avec la Sainte-Flanelle. Mais pour la joueuse Anne-Sophie Bettheze, le hockey reste insuffisant pour payer ses factures. Voici le reportage de Christophe Sanders. Elle est l'une des joueuses les plus talentueuses de la Ligue canadienne de hockey féminin et pourtant, Anne-Sophie Bettheze ne peut vivre de sa passion. Alors que ses homologues masculins de la LNH touchent des millions de dollars, elle est contrainte de devoir jongler entre sport professionnel et travail. Conseillère financière le jour, la Sept-Îlienne de 28 ans troque ses habits de femme d'affaires le soir venu pour l'uniforme des Canadiennes. 2 emplois du temps difficiles à combiner, mais qui lui apportent une stabilité essentielle à ses yeux. Quand tu es au hockey, tu ne penses pas à tes examens, tu ne penses pas au travail, tu ne penses pas à rien. Fait que pour moi, ça a été une libération, puis ça me donne mon équilibre. Parce que, tu sais, des fois, j'arrive le soir, puis je me dis, bon, qu'est-ce que je devrais faire avec tel dossier? Puis, tu sais, ma tête, elle tourne. En ayant le hockey, bien, ça me permet d'avoir ce petit break-là, si on veut. À un âge où beaucoup sont contraintes d'abandonner leur carrière d'hockeyeuse, la meilleure pointeuse du circuit en 2014 assume les 2 rôles avec brio et suscite l'admiration de ses pairs. Ces joueuses-là le font vraiment pour une passion, là, un niveau de passion qui est extraordinaire. Écoutez, le concilier travail, famille, il y en a certains qui ont des familles, d'accord? Puis hockey, avec le temps que ça demande, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Malgré l'arrivée d'une ligue concurrente aux États-Unis où les joueuses sont rémunérées, pour elles, l'exode n'est pas une option. Pour l'argent qu'on est payé ici, avec nos propres travails, il faudrait que le montant soit quand même assez élevé pour que moi, je parte. Peut-être si j'avais été plus jeune, peut-être ça avait été une option, mais actuellement, je te dirais, pour moi, je pense pas que j'irais explorer cette avenue-là, à moins qu'ils me donnent des millions. Là. C'était Christophe Sanders à Montréal. Le milieu du rap québécois est dominé par les hommes. Et pourtant, un groupe de jeunes femmes fait ses marques. Bas de nylon, composé de Marigold, La One Again, Martha et Jay-Z, gagne en popularité. Annie Calamy les a rencontrées. C'est quoi post-hypersexualisation? Qu'est-ce que ça veut dire? On fait du rap habillé. Ouais, exact. C'est vraiment ça, grosso modo. Marigold, One Again, Martha et Jaggy G forment le groupe Bas de nylon et elles viennent de sortir leur 2e album. Ça a commencé il y a environ 2 ans, donc j'étais revenue de voyage. J'avais le désir de faire du rap, mais également d'être derrière les beats. Seul groupe hip-hop francophone 100% féminin, Bas de nylon se démarque dans la scène émergente du rap québécois. Je suis dans un groupe de rap, OK? Juste des filles. Ah! Ouais. Juste des filles! Qui font les beats, qui font... Ah! Le titre de leur second album, le 2e set, s'inspire de l'ouvrage Le 2e sexe de Simone de Beauvoir. Une référence qui renforce le caractère féministe du groupe, malgré le fait qu'elles ne le prennent pas trop au sérieux. Il y a cette philosophique super important. Pourquoi pas, tu sais, nous, le petit groupe de Montréal, qui a grandi dans le Bronx de La Salle. Simone de Beauvoir n'est pas la seule influence des jeunes rappeuses qui aiment puiser dans la littérature pour écrire leurs rimes. On essaye justement de sortir d'un espèce de carcan dans lequel les gens peuvent décider de nous mettre sans qu'on le veuille, justement parce que tu fais du hip-hop. Tu es censé faire juste des rimes. Seulement 8 mois après la parution de leur premier album, Musique de brunch, Bas de nylon a su développer un style plus sophistiqué qui explore différents genres musicaux. On n'est pas des filles qui écoutent juste du rap, on veut pas faire semblant qu'on écoute juste du rap. Fait que
les influences viennent de tous les côtés, dans le fond. Après une année très mouvementée pour un jeune groupe, les filles ont décidé de se poser quelques mois pour voyager et travailler sur divers autres projets. Elles espèrent mieux revenir l'année prochaine. À suivre dans ce spécial féminin, un reportage sur la télé-réalité. Entre la fille sexy et la meilleure amie, quel choix s'offre réellement aux participantes? Mais pour le moment, un sujet d'actualité. À l'heure où le niqab est au cœur du débat politique, l'exposition itinérante québécoise, musulmane et après sillonne la province depuis quelques mois. C'est un photoreportage de 24 photos. Il est le fruit du partenariat entre un organisme chrétien, le Centre Justice et Foi, et l'association musulmane La Voix des femmes. Notre reporter se trouve présentement sur les lieux de l'exposition. Wildinette, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, effectivement, je suis à l'exposition musulmane québécoise et après. Elle se tient présentement au YMCA du centre-ville de Montréal. Comme vous pouvez le voir, plusieurs photos sont affichées dans le hall d'entrée de l'édifice. Chacune d'entre elles représente une facette de l'intégration des musulmans et musulmanes dans la société québécoise. Ça va de l'intégration dans le milieu professionnel à l'expression spirituelle à travers l'art ou l'engagement social. Par exemple, sur cette photo-ci, nous voyons plusieurs femmes musulmanes offrir le repas de Noël dans une association caritative. Selon l'expert, cette initiative est bénéfique pour la société québécoise. Écoutons-le. Cette exposition-là nous donne plus accès à ce que je voudrais dire, ce que je pourrais appeler les musulmans ordinaires du Québec tels qu'on les connaît. Donc, ça nous permet de les rencontrer au moins en images et sinon en personne s'ils fréquentent l'exposition. Donc, ça ne peut que restituer ou de mettre une meilleure lentille sur la caméra de la réalité. Le photoreportage, c'est un bon moyen de visualiser l'univers musulman dans de petites choses banales. Alors, ce qui fait que quand on voit un nombre incalculable de femmes avec de niqab, on a l'impression que les femmes avec un niqab, peu importe ce qu'on en pense, sont nombreuses. Parce qu'on en voit, on en voit, on en voit. On est coupé du réel. L'étudiante musulmane qui fréquente l'université, elle a la même vie que ses amis de classe en général. Fait que c'est bon de les voir au travail, au café, écouter une partie de soccer, des choses qu'on devrait, banales, mais qu'on est obligé de faire. Alors, en ce sens-là, le reportage photographique est bon. C'est pas la seule chose, hein, c'est pas la seule façon de mieux connaître une communauté, mais c'est une façon très immédiate et très concrète de le faire. Si elle est vue par des acteurs sociaux, je pourrais dire les gens qui sont dans le social, dans le communautaire. Je ne parle pas de communautaire musulman, mais des CLSC. Les politiciens, c'est d'une importance primordiale, et les journalistes. Donc, si ces gens-là vont voir l'exposition, se sensibilisent à la situation réelle des musulmans, bien, dès lors qu'ils sont sensibilisés, les faits vont suivre, je pense. C'est-à-dire qu'on voit plus clair, on connaît plus nos concitoyens. Alors, les gens sensibilisés, je dis bien, risquent de changer un petit peu leur approche s'ils en ont tiré un bénéfice. Alors oui, ça devrait arriver. Et surtout, il faut cibler les personnes qui sont concernées par ces questions, donc politiciens, acteurs sociaux de différentes natures. Merci, Wildinette. Notre journaliste Mariama Diallo est avec nous sur le plateau. Bonjour, Mariama. Bonjour, Cassandra. Alors, vous êtes allée avec Wildinette à l'exposition itinérante québécoise, musulmane et après. Et parlez-moi plus de ce partenariat entre chrétiens et musulmans. Alors, il y a deux organismes qui sont en jeu dans cette exposition québécoise musulmane et après. C'est le Centre Justice et Foi et La Voix des femmes. Donc, le Centre Justice et Foi, c'est un organisme plus de spiritualité chrétienne. Et eux, ils veulent vraiment porter une réflexion, un regard critique sur la société, que ce soit au niveau politique, sociétal, économique et même religieux. Donc, ils s'intéressent aussi au débat interreligieux. L'organisme musulman, c'est La Voix des femmes. Donc, cet organisme-là, c'est un organisme à but non lucratif qui essaye de promouvoir la solidarité entre femmes musulmanes et
essayer de les pousser à s'impliquer un peu plus dans la société et dans différents enjeux, comme les enjeux politiques, sociétals, environnementaux, économiques et religieux. Donc ces deux organismes, c'est eux qui se sont associés pour cette exposition et ils ont voulu le faire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils nous ont expliqué qu'ils voulaient montrer la diversité des musulmans qui habitent au Québec et vraiment essayer d'améliorer le vivre ensemble en montrant cette diversité-là. Ils voulaient aussi favoriser le dialogue interreligieux et permettre de briser les préjugés qu'il y a sur l'islam qu'on rencontre très souvent en fait, dans la sphère publique. Donc la coordinatrice de la Voix des femmes, Eve Torres, elle nous a expliqué d'où lui était venue cette idée, donc je vous propose de l'écouter. C'est une idée que j'avais eue il y a quelques années, peut-être au moment de la charte, en me demandant comment on pourrait représenter la diversité des musulmans au Québec. Car en fait, il n'y a pas un bloc monolithique de musulmans, il y a une diversité et comment la représenter. Donc l'idée de reportage photo m'est venue alors et c'est là que je me suis demandé quels partenaires aussi pourraient être impliqués, pourraient être intéressés à ce sujet, faire évoluer et nous aider à développer ce projet. Pour le CJF, c'est vraiment une initiative qui s'inscrit dans leur ligne de pensée habituelle. Ils sont très impliqués dans le dialogue interreligieux. Et qu'est-ce que ces organismes-là comptent retirer de cette exposition? Alors, les organisatrices, elles nous ont dit qu'elles ne s'attendaient pas forcément à voir un changement drastique de la société, ni une révolution de tolérance, mais en fait, elles veulent surtout pousser les gens plus à réfléchir et à aller vers l'autre. Pour elles, c'est vraiment ça qui est le plus important, c'est le premier pas vers l'acceptation de la différence. D'ailleurs, la directrice du CJF, Elisabeth Garand, nous a expliqué que c'était vraiment important de bousculer les stéréotypes sur la communauté musulmane. Donc, je vous propose de l'écouter. On oblige les gens parfois à dépasser les premières façons d'aborder la question de l'islam au Québec. C'est toujours plus confortable d'aller rencontrer un musulman qui ne se démarque pas beaucoup de la population majoritaire. C'est plus rassurant, c'est moins confrontant. Et on invite les gens à déplier un peu plus leur réflexion sur la place de l'islam au Québec, en essayant de montrer que la sensibilisation, elle ne passe pas seulement par les gens que nous sommes bien prêts à accueillir parce qu'ils correspondent aux critères que nous nous donnons, mais qu'elle passe aussi par l'acceptation de femmes qui portent le foulard, que ça nous plaise ou non, mais de l'acceptation humaine des personnes qui ont fait ce choix. D'accepter aussi les interpellations, les questionnements qui remettent en question un certain nombre de structures de notre propre société québécoise et qui, tant qu'on fonctionne entre nous de façon plus homogène, ne sont pas mis en évidence, mais sont révélés par la présence de gens qui bousculent nécessairement par leur simple présence, par leurs besoins, par leurs attentes, les structures qu'on pensait égalitaires et respectueuses, mais elles ne le sont pas toujours pour tout le monde. Donc, c'est une réflexion qui, au-delà d'aller visiter l'exposition, au-delà de lire le document d'information, pousse à réfléchir autant pour les organisateurs, toutes les personnes impliquées d'une façon proche ou éloignée au projet, avancent de la façon qu'ils le peuvent sur cette question-là. Et j'imagine que ça a dû susciter des réactions. Quelles ont été les réactions sur le terrain? Alors, elles nous ont dit que les gens étaient pas mal surpris quand même, d'autant plus que la première exposition a eu lieu dans une église, donc ça a amené pas mal de réactions, mais c'était majoritairement favorable. Et elles sont de plus en plus demandées dans différentes régions de la province. Sur place, on a pu aussi parler, Wildinette et moi, avec des visiteurs, et la plupart étaient vraiment ravis de voir une telle initiative. Lorsqu'on leur a révélé que c'était un partenariat entre chrétiens et musulmans, ils étaient d'autant plus favorables à cette initiative. Donc je vous propose de l'écouter. C'est quelque chose de super, que ce soit peu importe c'est quoi la religion, peu importe c'est quoi d'où qu'on vient, on est tous différents, mais c'est quelque chose d'assez vraiment original, très beau, très joli. Moi, je félicite quelqu'un qui a fait ça ici, c'est vraiment juste magnifique. Puis on voit vraiment l'intégration, on va retourner au mot intégration parce que c'est quelque chose de assez honorable, on va dire. I think it's very good. Considering that with the kind of image that you see the world is, building against the Muslim community, so to say, it's not all that. I mean, just having a few people who probably are not that great,
does not mean the whole community is like that. And an integration with other communities, be it Christian or any other community, always helps. And such an exhibition portrays that, and it tells us that there are people who are doing different things in this world, irrespective of their religion or religious beliefs, and that's what we should promote instead of just focusing on what's not good. Et pour trouver des intervenants, ça a été comment? Elles nous ont expliqué que c'était pas forcément facile, mais il y avait des gens qui sont rétractés, d'autres qui sont revenus, mais en général, elles ont pu trouver assez facilement des gens qui voulaient être pris en photo. Merci beaucoup pour ces précisions, Mariama. Vous les voyez souvent comme femmes-objets dans les émissions de télé-réalité. Mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière l'écran? Au-delà des apparences, ce sont avant tout des femmes qui ont des projets et des convictions solides. Elles font face à la réalité du quotidien, comme la plupart d'entre nous. Caroline Petit et Ingrid Foyard ont rencontré Geneviève Deneau, ex-candidate de Love Story. Voici leur reportage. Ce visage ne vous dit peut-être rien, et pourtant. Je m'appelle Geneviève, j'ai 26 ans, je suis barmaid à Montréal et avec moi le love va être rock'n'roll. Confiante, Geneviève n'a pas la langue dans sa poche et ne craint pas les coups durs. Les images de Love Story ont inondé vos écrans entre 2008 et 2009. Geneviève Deneau a incarné l'une des figures emblématiques de la télé-réalité. J'étais comme la fille forte puis tough parce que moi je me chicanais avec les gars en général. Fait que c'était vraiment quelque chose que j'étais tough puis je voulais pas. C'est pas nécessairement chercher la chicane, mais je mettais mon pied à terre puis tu sais comme mettons dans ces situations-là, ils font toujours comme si pour nous mettre en confrontation, tu sais choisis lequel tu veux qu'il gagne. Pourquoi, tu sais, fait que à chaque fois c'est ça fait un peu de chicane, mais moi je me tenais debout puis tu sais quand il y avait des points que j'aimais moins, je le disais fort. Car dans ces télé-réalités, chaque personne a un rôle à jouer dont les traits de caractère sont inspirés de stéréotypes particuliers qui ont toujours plu au public de ce type d'émission. Pierre Barrette, professeur à l'école des médias de l'UQAM, nous en dit plus sur cette caractéristique. Dans ces émissions-là, où on doit créer du drame, où on doit créer du récit à partir de la réalité, c'est la prémisse de base, il est bien évident que les gens, au départ, sont sélectionnés, hommes comme femmes, à partir de grandes catégories, à partir de grands stéréotypes. On a effectivement du côté de la femme la bimbo, l'hystérique, la séductrice, la femme-enfant. Bon, ce sont des types de personnages qui existent, qui sont bel et bien présents dans ce qu'on appelle la Bible de ces émissions-là. Il n'y a pas que les stéréotypes qui sont accentués. Les producteurs jouent aussi sur les relations humaines. Oscillant entre coup de gueule et coup de cœur, ils savent très bien comment captiver les téléspectateurs. Geneviève en a fait l'expérience. Encore aujourd'hui, 8 ans après, lorsque l'on tape son nom dans un moteur de recherche, l'un des premiers résultats correspond à une dispute qu'elle a eue sous la douche et pour laquelle elle ne soupçonnait pas une telle ampleur. Mais c'était comme un peu la scène tournante de mon édition, dans le sens qu'avant, cette scène-là, on me voyait pas tant, j'étais tranquille, tout ça, puis est arrivée cette scène-là, puis ça fait comme « Oh my God, qui c'est ces jeunes, la fille qui chiale », puis ça avait duré comme 3 jours, cette affaire-là de remise en question, puis que les filles étaient fâchées après les gars, parce que dans ce milieu-là, on est tellement tout ensemble qu'il y a quand même des lois non écrites. Je savais que ça ferait peut-être plus un show. On va en beurrer plus épais. Je voyais que les filles embarquaient. Je suis comme, why not? Go, 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 j'en mets. Puis, tu sais, oui, je trouvais ça insultant et humiliant le fait que tu l'ouvres la porte, mais j'aurais pas autant mis d'effort à ce que ça paraisse plus gros que ça à la télé. Comme nous le précise Pierre Barrette, les candidats sont loin d'être naïfs vis-à-vis des images qui vont être montrées aux téléspectateurs. Oui, mais ils savent qu'ils ont un rôle à jouer et ce rôle-là, ils vont le jouer d'autant mieux qu'ils poussent le rôle à fond. Laisse faire les ondes, c'est une question de bouteilles. Il y a 3 bouteilles, on est 15 ici. Il y a 2 bouteilles pour 10. C'est ceux qui ont dit tout à l'heure, ça va le droit à boire les bouteilles si vous voulez. Rôle amplifié par les candidats et les producteurs, mais aussi moments de vie sortis de leur contexte et grossis par les montages, la production a le plein pouvoir de diffusion. L'impact, si maintenant je te dis une chicane qui aurait duré 3-4 minutes, bien pour le show télé, ils sont capables de le mettre sur 3-4 minutes-là intense, que les gens pensent que ça a duré toute la journée, mais ça n'a pas duré toute la journée, c'était juste comme peut-être un petit maigre accrochage qui a fait en sorte que là, ça a la grosse affaire. Par exemple, on crée des conflits à partir d'un certain nombre d'images, d'un certain nombre de plans. On crée des conflits entre 2 personnes qui ont peut-être duré une journée ou 2, mais qu'on a étirés dans l'émission pendant des semaines ou sur des mois. Ces conflits leur ont permis de devenir vedettes. Même après leur sortie, ils sont sollicités pour leur plastique et leur notoriété nouvelle. Le but étant de dévoiler une nouvelle image de ces femmes pour les élever au rang de fantasmes. Bien, en fait, je l'assume, ça me dérange plus. Tu sais, les photos qu'on voit, je sais qu'on parle celles de summum, je suis comme, elles sont belles, elles sont correctes. Oui, c'est en sous-vêtements, je suis comme, bof. Tu sais, je pense pas être la seule, là, au contraire, dans les gens qui ont fait de la télé ou du cinéma, il y en a, tu tapes n'importe qui, tu trouves des photos d'eux en sous-vêtements. Fait que, tu sais, je veux juste pas y penser que, tu sais, je pense pas à ça. Ce que ça amène, c'est souvent une image un petit peu rétrograde de la femme qui doit mettre en avant ses atouts
habituellement là, les plus, je dirais, les plus sexuels, les plus physiques, mais c'est la même chose est vraie pour les hommes. Nous avons directement posé la question à Audrey Stenner, à la fois femme et spectatrice assidue de ce type d'émission. Pour moi, ça ne change rien. Mais c'est sûr que ça la valorise pas, mais ça la dénigre pas plus que ça. Enfin, en tout cas, c'est pas plus dévalorisant pour les femmes que pour les hommes. Dans les deux cas, ils savent très bien à quoi ils s'exposent. Ils savent qu'ils vont sûrement être humiliés. Enfin, ils vont être cible de critiques sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi ça le but, qu'on parle d'eux. Ils savent ce qu'ils font. Et je pense pas que ce soit plus dégradant que ça, parce que leur but à eux, c'est de divertir et c'est ce qu'ils font. Avec une moyenne de 3h45 par jour et par foyer, le temps passé devant la télé semble être une activité primordiale pour les familles. Le jeune public s'imprègne alors des images hypersexuées diffusées par la télé-réalité. À l'image de Nabila, la bimbo française par excellence, véritable modèle pour les jeunes filles. J'avais les cheveux noirs à l'époque, puis tu sais, la fille aux cheveux noirs un peu plus tough, qui rame un peu plus fort que les autres pour essayer justement de faire sa place. Fait qu'il y avait bien des filles qui m'avaient écrit après ça, puis qui ont dit « Ah, je me identifiais tellement à toi, t'étais comme moi. » Puis je les regardais, il y avait les cheveux noirs. Les filles s'identifiaient à moi. Ils disaient « Ah, je me suis sentie comme toi, gna gna gna. Je me suis sentie quand t'avais de la peine, je l'ai sentie. » Puis je suis comme « C'est cute. » Fait que oui, il y avait des gens qui étaient comme plus associés avec mon personnage, si on veut. Le public qu'on attire beaucoup avec ce type d'émission-là, ce sont les très jeunes filles. Et quand je dis les très jeunes filles, je parle de préadolescentes. Hein? Ça a été montré par les sondages qu'il y a beaucoup de jeunes filles de 10, 11, 12, 13 ans qui regardent assidûment ces émissions-là. Et là où c'est peut-être problématique, où là il y a peut-être un problème lié à cette situation-là, c'est que c'est l'âge où on se forme justement une idée, hein, où on développe sur le plan psychologique une idée de ce que c'est être une femme, de ce que c'est être un homme, donc des rôles genrés, des rôles sexuels. Geneviève rêve aujourd'hui de passer du devant de la scène à la réalisation avec sa propre émission de télévision. Malgré les conséquences que la télé-réalité engendre, il semble alors difficile pour ces anciennes vedettes de dire adieu au feu des projecteurs. Caroline et Ingrid nous ont rejoints sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, vous avez rencontré Geneviève Deneau de Love Story 5 et 6. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce qu'elle est devenue? Oui, aujourd'hui, en fait, elle est directrice commerciale dans un concessionnaire automobile sur la rive sud de Montréal. Mais elle a toujours un pied dans la télé-réalité puisqu'elle compte monter sa propre émission de télé-réalité. Elle a déposé le projet auprès de plusieurs chaînes de télévision québécoises. Et en fait, ça serait sur la base de l'application Tinder pour rencontrer des gens et les piéger par une caméra cachée. Comment l'avez-vous rencontrée? Alors ça fait par les réseaux sociaux, parce que de toute façon maintenant pour contacter quelqu'un, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple par les réseaux sociaux. Donc du coup on a réussi à la contacter par Facebook. Elle était assez ouverte à la discussion, savoir ce qu'on voulait faire comme projet, etc. Et je pense que d'ailleurs ça se rejoint un peu avec ce qu'Ingrid disait, dans le sens où vu qu'elle a du mal à se détacher de ce monde de télé-réalité-là, quand on lui propose une interview avec des caméras, etc., forcément ça va l'intéresser directement. Donc ça a été assez simple. OK, j'imagine le retour au quotidien ne doit pas être nécessairement facile. Comment elle a vécu ça? Bizarrement, très bien. Elle, pour le coup, elle a bien réussi à retomber sur ses pattes. Elle arrive très bien à allier son travail, comment dire, banal et le monde, la notoriété qu'elle a eue. Mais en fait, vu qu'il y a une nouvelle saison tous les ans de Love Story, elle a été vite oubliée d'un côté. Et elle avait une image de femme forte. Est-ce qu'elle a souffert de ça? Non, parce que c'était sa personnalité de base, elle a juste amplifié pour la télé-réalité, pour faire le show, comme elle dit. Mais sinon, non, pas du tout, parce que c'était sa personnalité. Et j'imagine, en tant que femme, est-ce que c'est plus difficile? Ça a-t-il été plus difficile pour Geneviève de participer à l'émission? Ça, par contre, non. On lui a posé justement la question, on ne l'a pas mis dans le reportage, mais en effet, le recrutement, les hommes par rapport aux femmes. Et il n'y a aucune différence, dans le sens où ils sont abordés de la même façon, que ce qu'ils soient hommes ou femmes. Simplement, en effet, on leur calque des stéréotypes vraiment particuliers. Les femmes, donc, comme on le dit, ça peut être les bimbos, la romantique, etc. Et les hommes, ça va être davantage, par exemple, le macho ou des choses comme ça. Donc, dans l'émission, ils ont vraiment exactement les mêmes rôles. Il n'y a pas vraiment de différence entre hommes et femmes. OK, mais là, pour les hommes, est-ce que ça pourrait être plus facile d'endosser le rôle de l'homme dans la télé-réalité? Non, il n'y a pas de différence vraiment remarquable entre hommes et femmes au sein, quand ils sont vraiment dans l'émission. Simplement, en effet, il y a peut-être une petite différence, c'est ce dont Geneviève nous a parlé, par rapport aux gagnants. Parce qu'en effet, c'est davantage des jeunes filles qui regardent ce genre d'émission de télé-réalité d'enfermement et donc du coup au moment de voter, elles vont davantage voter pour un jeune homme qu'elles pourraient possiblement trouver séduisant, etc. Donc c'est vrai que c'est surtout des hommes qui gagnent ce genre d'émission.
Est-ce que vous pensez que la situation s'améliore présentement ou bien qu'au contraire, on demande de plus en plus aux participants de jouer un rôle précis? Alors en fait, le problème avec la télé-réalité, c'est qu'il y a eu une multiplication des émissions. Et en fait, ce que Pierre Barrette nous a confié, c'est que ça s'essouffle en fait. Ce phénomène, il s'essouffle vraiment. Enfin, on l'a vu et revu, du coup, ça commence vraiment à s'essouffler. Et par contre, s'il y en a des nouvelles, ça sera toujours sur la même base, le même scénario, sur les mêmes stéréotypes pour les hommes et pour les femmes. Parce que c'est quelque chose qui plaît beaucoup au public. Donc au niveau de l'audience, de toute façon, c'est ce que cette tranche-là de la population attend de voir. C'est vraiment des stéréotypes un peu exacerbés, etc. Donc de toute façon, ça fonctionnera. Ouais, parce qu'il y a un scénario pour toutes les émissions que les productions suivent et parce que c'est celui vraiment qui plaît au public. Et elle, comment qu'elle s'est sentie de se faire contrôler? Est-ce que c'est fait un peu contrôler par ça? Ben, pas tant que ça, justement, c'est ce qu'on disait. C'est vu que c'est quand même sa personnalité de base, comme elle dit, c'est la fille tough, etc. Donc, vu que c'est sa vraie personnalité, simplement que ça a été un peu grossi par la production, mais elle s'est quand même reconnue dans les images. Il n'y a pas eu vraiment trop de décalage. Ouais, et puis en plus, comme elle dit, c'est vraiment pour faire le show, c'est son choix. Elle sait que ce moment-là, ça va faire parler, et du coup, elle en remet une couche parce que c'est ce qu'elle aime faire, quoi. Ils savent ce qu'ils font. Alors, si je comprends bien, la télé-réalité, c'est une version exagérée de soi-même. C'est ça, ouais. Merci beaucoup, Caroline et Ingrid. Merci. Merci. Que ce soit dans le sport, la musique, la religion ou le divertissement, chacune de ces femmes que vous avez vues s'épanouit à sa manière. Malgré leur diversité, elles ont pour point commun d'être des femmes maîtres de leur destin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Lors de notre prochaine émission, Clara Lévy vous présente un reportage spécial sur les librairies indépendantes, un marché précaire mais unique. Elle vous retrouvera donc pour une autre émission d'information dans une semaine. Top Chrono!